La formation professionnelle continue, telle que nous la connaissons, a 40 ans en 2010. En effet, l'origine du dispositif actuel repose sur les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel. Depuis cette époque, et de façon continue, les partenaires sociaux n'ont pas cessé de débattre et de négocier pour consolider le dispositif. Les accords nationaux et les lois constituent le socle du système de formation professionnelle qui repose sur un mouvement de balancier de l'accord vers la loi. Cela veut dire que tous les accords conclus par les partenaires sociaux sur ce thème sont repris par le législateur. Ce principe est aujourd'hui posé dans le Code du travail et concerne également les relations du travail et l'emploi. Aujourd'hui, la formation professionnelle continue, c'est 1,5% du produit intérieur brut de la France, soit plus de 29 milliards d'euros de dépenses en 2008. Du côté des entreprises, ce sont environ 6 millions de salariés qui partent en formation tous les ans pour suivre plus de 150 millions d'heures de formation. Cela représente un montant de dépenses de plus de 12 milliards d'euros par an. Les organismes paritaires collecteurs ne gérant que 6 milliards de ces 12 milliards d'euros des entreprises. Ces chiffres, qui ont peu d'équivalent dans le monde, s'expliquent par le fait qu'en France, depuis 1970, la formation continue est ouverte à toute personne qui s'engage ou qui est déjà engagée dans la vie active. Un tel dispositif, qui concilie à la fois les intérêts des entreprises et des salariés, nécessite la participation active des partenaires sociaux. Comment s'est construit ce système? Comment s'est-il adapté au contexte socio-économique de chaque époque? En quoi les dispositifs reflètent-ils l'évolution de la société? Quels mécanismes successifs ont été créés pour construire le droit à la formation professionnelle? Pour répondre à ces questions, nous allons parcourir les 4 dernières décennies et découvrir les 5 actes de la construction de la formation professionnelle continue. Tout commence à la suite des événements de mai 68. Le texte des accords de Grenelle, longuement discuté entre l'État, le patronat et les syndicats de salariés, indique dans son 6e point que les partenaires sociaux ont décidé d'étudier les moyens d'assurer, avec le concours de l'État, la formation et le perfectionnement professionnel. Les décideurs de l'époque, confrontés à une société qualifiée de bloquée, voient dans la formation professionnelle continue un moyen à la fois de promotion sociale pour les salariés, mais aussi de gain de productivité pour les entreprises. La formation professionnelle continue, grâce à l'innovation des confédérations syndicales d'employeurs et de salariés, devient alors un thème de négociation sociale. Le 9 juillet 1970 est signé l'accord sur la formation et le perfectionnement professionnel. Il introduit, dès cette époque dans le droit du travail, des mécanismes très novateurs. Le principe de la formation sur le temps de travail est sans perte de salaire. La création du plan de formation de l'entreprise et du congé de formation. Le mécanisme du dialogue social sur la formation avec la consultation du comité d'entreprise. Enfin, la logique de la collecte et de la mutualisation des contributions des entreprises au sein des fonds d'assurance formation et des associations de formation patronale. Durant les années 70, caractérisées par une économie de plein emploi, les partenaires sociaux peaufinent le dispositif par des avenants successifs à l'accord de 70. À la fin de cette décennie 70, apparaît un nouveau paysage économique, avec des premières crises qui vont s'amplifier au début des années 80. Le chômage devient structurel, des secteurs entiers de l'économie sont en restructuration. Face à cette situation, les partenaires sociaux se mobilisent et réforment la formation professionnelle continue. Plusieurs initiatives sont prises à cette époque pour répondre à ce nouveau contexte économique. Tout d'abord, l'accès à l'emploi des jeunes est organisé à travers 3 mesures de formation en alternance. Le stage d'initiation à la vie professionnelle, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation. Afin de favoriser le recours à ces mesures par les entreprises, les partenaires sociaux mobilisent alors le réseau paritaire de collecte des contributions des entreprises. Ensuite, les partenaires sociaux prévoient l'obligation pour les branches professionnelles de négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue. Autre initiative importante, le financement du congé individuel de formation est garanti grâce à une contribution des entreprises collectée par un nouveau réseau d'organismes paritaires, les fonds de gestion du congé individuel de formation, plus connus sous l'appellation FONGESIF.
Enfin, une péréquation financière est prévue entre les organismes paritaires collecteurs, excédentaires et déficitaires. Elle est assurée par l'AGFAL pour la collecte des contributions des entreprises et par le COPACIF pour celle du congé individuel de formation. Vingt ans après la conclusion de l'accord de 1970, le dispositif de la formation professionnelle continue s'est étoffé et représente un secteur économique à part entière. Il est estimé à plus de 1,2% du produit intérieur brut, mais au début des années 90, l'économie traverse des mutations régulières qui se traduisent par une plus grande précarité de l'emploi et un allongement de la durée du chômage. Pour répondre à ces enjeux, les partenaires sociaux introduisent plusieurs innovations dans l'accord de 1991. L'augmentation des contributions des entreprises à la FPC et l'élargissement aux entreprises de moins de 10 salariés. Les entreprises de 10 salariés et plus voient leur contribution passer de 1,2% à 1,4% puis 1,5%. La pérennisation des contrats de formation en alternance pour les jeunes, le contrat d'orientation, voit le jour. Des mécanismes de départ en formation négociés sont créés avec le co-investissement formation d'une part et le capital de temps de formation d'autre part. C'est également le renforcement de la négociation de branche dans la mise en œuvre des contrats de formation en alternance et l'apparition des premiers certificats de qualification professionnelle. C'est enfin le redéploiement des agréments de fonds d'assurance formation et des associations de formation patronale pour collecter les contributions des entreprises. Il repose depuis cette époque sur le principe de la séparation de l'activité de collecteur de celle de formateur et sur une nouvelle catégorie d'organismes paritaires collecteurs agréés que sont les OPCA. Au moment du changement de millénaire et du passage à l'euro, l'économie se mondialise et connaît une révolution technologique. Afin de participer au développement d'une société de la connaissance plus compétitive et plus dynamique, la formation professionnelle continue est interpellée pour répondre aux questions suivantes. Comment faire accéder à la certification un plus grand nombre de personnes? Comment articuler les besoins du marché du travail avec les politiques de formation? Comment accompagner les mobilités subies ou choisies? Comment anticiper les besoins de formation sur les territoires et dans les entreprises? Comment créer un droit individuel garanti collectivement transférable d'une entreprise à une autre? Ces questions figurent parmi les pistes d'évolution souhaitées du dispositif de la formation continue. Les partenaires sociaux négocient à nouveau. Les années 2000 apportent leur lot de nouveautés. C'est l'accord de 2003 qui pose les bases de la refondation de dispositifs de la FPC. Le droit individuel à la formation est créé. La formation hors temps de travail indemnisé trouve sa place à travers la clarification des obligations de l'employeur. Les contrats et les périodes de professionnalisation remplacent les 3 contrats en alternance. L'entretien professionnel et le passeport formation voient le jour avec pour ambition de positionner la formation dans la sphère des ressources humaines. Le dialogue social est renforcé au niveau de la négociation de branche et interprofessionnelle pour adapter les dispositifs au plus près des réalités du terrain. Enfin, au niveau national, le Fonds unique de péréquation, le FUP, rassemble les missions du COPACIF et de l'AGFAL. Ces dispositions finalisent les nouvelles bases du dispositif de la formation. Sans attendre le bilan précis de leurs résultats, dès 2007, le processus de négociation est lancé autour du thème de la modernisation du marché du travail. Les partenaires sociaux avancent sur des propositions. Pour quelle ambition? Concilier la flexibilité du contrat de travail attendu par les employeurs avec la sécurité des parcours professionnels demandés par les salariés. L'accord du 7 janvier 2009 apporte des solutions nouvelles. Au niveau national, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est créé en remplacement du Fonds unique de péréquation. Il est chargé de financer des projets de formation destinés à des publics prioritaires, salariés ou demandeurs d'emploi. La portabilité du DIF entre dans le Code du travail, reconnaissant ainsi l'existence d'un véritable droit attaché à la personne et non à son statut. Les contrats et les périodes de professionnalisation sont rendus accessibles aux publics les plus éloignés de l'emploi. Enfin, les partenaires sociaux créent un conseil national chargé de l'évaluation des politiques de formation professionnelle, entérinant ainsi la nécessité d'un diagnostic régulier des politiques de formation. Cette nouvelle étape marque un renforcement du paritarisme dans le champ de la formation continue.
avec les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et celles sur l'indemnisation du chômage, il s'agit de moderniser le marché du travail. Une prochaine étape sera certainement nécessaire pour y arriver. Elle suppose déjà que la réforme entreprise en 2009 soit menée à bien. Les 40 années qui viennent de s'écouler révèlent l'importance de la place occupée par le paritarisme dans la construction du dispositif de la formation professionnelle. Il répond à la fois aux besoins des branches professionnelles, des entreprises et des salariés. La nouvelle décennie, avec notamment la création du fonds paritaire, donne, au niveau national, des responsabilités nouvelles aux partenaires sociaux qui doivent fédérer tous les moyens disponibles pour créer une véritable sécurisation des parcours professionnels. Le 5e acte de la construction de la formation professionnelle continue ne fait que commencer.